Je sens que ça va débattre. C'est mon point de vue et comment j'interprète sa réussite. On a eu pas mal de early adopters. Ils sont prêts à acheter du moment que on a des solutions qui répondent aux besoins. J'ai choisi le Maroc parce que je suis marocain, mais aussi c'est un choix stratégique. Ouais. Venir au Maroc juste pour venir au Maroc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut avoir une conviction, il faut que ça soit stratégiquement viable et il faut que ça serve un plan. La force de Ahmed et de Paytic, c'est qu'il a réussi à industrialiser et scaler un service. Parce qu'à la base, il était parti pour faire du conseil, des missions de services classiques auprès des banques, et qui permet de déployer maintenant très rapidement et partout sa solution. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, en fait, j'ai voulu faire quelque chose de super spécial pour cet épisode. On m'a beaucoup dit comment est-ce que une boîte qui est à l'étranger, elle peut venir et s'installer au Maroc. Donc j'ai voulu faire un épisode sur le soft landing au Maroc, c'est-à-dire comment on peut venir au Maroc si on connaît pas le marché, ouvrir certaines portes, rencontrer quelques clients. Et bon, Mehdi, on se connaît depuis quelques temps. Tu vas te présenter, mais tu gères la partie post-investissement chez 212 Founders et tu bosses beaucoup avec Ahmed, qui est du coup le fondateur de Paytic. Mais j'ai voulu comprendre un peu comment est-ce que un VC, un entrepreneur peuvent justement s'aider pour aller craquer un marché. Donc peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste vous représenter rapidement et qu'on comprenne un peu. Vas-y. Yalla. Bon, Mehdi Dhoun. Je suis né en 1986. Je vais répéter ce qu'a dit ma sœur. Petit tu es le frère de Sophia. Je suis le frère de Sophia. Donc petit clin d'œil. Moi aussi, je suis né à Zilel. J'ai grandi à Casa. J'ai eu plusieurs vies avant de rejoindre CDG Invest. Donc j'ai commencé dans la fusion-acquisition, puis le conseil, puis de l'entrepreneuriat au Maroc, donc dans les services et distributions, avant de faire du retail. Et c'est là où j'ai rejoint 212 Founders en tant que portfolio manager. Donc comme tu disais, je gère toute la partie post-investissement, accompagnement des startups. Et donc du coup, tu bosses beaucoup avec Ahmed. Oui, on a commencé à bosser ensemble. Maintenant, c'est un ami et on continue de travailler ensemble. Alors, Ahmed Boumedi, c'est fondateur et CEO de Paytic. Alors, ça a commencé à Casablanca. Je suis né à Casa. Je suis fils de Medina Al-Qadima, Casa. Et puis, j'ai grandi à travers 4 villes au Maroc. Meknes, Fès, Casa. Et puis, une toute petite ville à côté de Meknes qui s'appelle Sbaïoun. Vous savez? Non, mais je connais. Je connais Sbaïoun, c'est une ville rare. C'est très ville rare. Une ville rare. Exactement. Alors, c'est retourné à Casa pour faire le lycée. Je fais le lycée public, Ibn Toumart, à côté de Medina Al-Qadima. J'ai eu mon bac. Je fais la fac, sciences mathématiques et informatique. J'ai passé par une formation professionnelle pour accéder au marché de l'emploi. Et puis après, ça a commencé. Hein. Donc aujourd'hui, je suis le fondateur et CEO de Paytic. Paytic, qui est une boîte que tu as montée au Canada. Donc c'est pour ça qu'on parle de soft landing, parce que c'est... Toi, t'as vécu au Maroc et ensuite t'es reparti vivre au Canada dans une petite île. Ah, exactement. Dans les villes rares. Tu es pas à Montréal ou à Ottawa, je sais pas où, tu es dans une petite ville. Comment ça s'appelle? Une ville rare. Donc, l'île du Prince-Édouard. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment... une anecdote. Le premier taxi que j'ai eu de l'aéroport à Charlottetown, au PIA, il m'a parlé de SFI. Parce que l'île du Prince-Édouard et SFI au Maroc, ils partagent la même nature du sable. Ils font des tin, c'est ça? Donc, exactement. Donc, lui, il m'a parlé de SFI. Quoi. Il connaissait déjà. Il connaissait SFI, il connaissait l'industrie de le frère fait SFI. Comment dans cette petite île c'est possible? Exactement. Et pourquoi t'es allé vivre là-bas? Particulièrement, t'avais le monde entier. Hein. Alors, je travaillais pour un processeur de paiement qui avait un data center là-bas au PI.
J'avais le choix entre Toronto et PI, et comme j'allais partir avec ma famille, j'ai décidé de partir vers une ville rare. Une ville rare. Ça va être la running joke de tout l'épisode. Hein. Exactement. Je l'assume. Voilà, bah, c'était plus simple pour nous, pour qu'on puisse nous intégrer en tant que famille marocaine qui part au Canada. Et puis voilà, donc. Pourquoi t'as eu envie de quitter le Maroc alors que... Alors même si je vivais au Maroc, je travaillais au Maroc administrativement, mais j'étais tout le temps à l'extérieur. Donc je faisais des allers-retours vers à Londres, en UK, je travaillais avec des banques, avec des fintechs, etc. Du coup, voilà, donc j'ai acquis une certaine expérience qui a été demandée pour aller là-bas pour l'implémenter, etc. Donc l'opportunité s'est présentée et je suis parti avec la même boîte avec laquelle je travaille au Maroc. Et Paytic, comment c'est né du coup? Bah alors, parce que c'était pas une start-up de base. Non, du tout. Alors, 2018-2019, c'était le temps pour moi pour m'installer, pour installer ma famille au PI, et puis après, ville rare. Justement. Donc, et puis il y a Covid. On a eu le Covid, le confinement, etc. Il y avait du temps à investir sur quelque chose qui va apporter de la valeur. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé de quitter mon job pour commencer du conseil. J'ai pu déclencher un premier contrat avec une petite banque aux Bahamas. Je travaille à distance avec eux. Et puis en parallèle, j'avais beaucoup de choses à faire, surtout sur le back-office des opérations de paiement, et j'ai commencé à monter une petite solution pour mon usage personnel, pour automatiser ce que je fais. Après, client après client, conseil après conseil, il y avait un credit union au Canada, à l'Ontario, qui ont demandé de faire un contrat sur la base de la technologie, pour utiliser la technologie et non pas le conseil. Donc voilà, j'ai commencé le travail d'industrialiser un peu la technologie, c'est-à-dire de la mettre sur le cloud, voilà, de la mettre conforme aux exigences de sécurité, etc. des paiements. Et ça a commencé, voilà, donc vers 2021, c'était mon premier contrat avec un credit union. Et puis pour moi, c'était une technologie que j'allais utiliser pour monter une sorte de PME pour servir. Ouais, t'avais aucune envie de monter une start-up de base. Non, mais c'est pas que j'avais l'envie, je savais parce que ça. La force de Ahmed et de Paytic, et c'est une force qui lui permet toujours de continuer à grandir, c'est qu'il a réussi à industrialiser et scaler un service. Parce qu'à la base, comme il disait, il était parti pour faire du conseil et avec des missions de services classiques auprès des banques. Et sa force réside dans la capacité qu'a eu Ahmed à industrialiser, à scaler ce service, et qui permet de déployer maintenant très rapidement et partout sa solution. Donc c'est là où réside, à mon avis, et je peux me tromper peut-être. Non, tu as parfait. La force. Allez, je sens que ça va débattre. Je sens que ça va débattre. C'est mon point de vue et comment j'interprète sa réussite. C'est là où réside la force, et c'est ce qui continue de faire. T'as vu qu'il y avait un problème et une solution qui était juxtaposable à plein de clients potentiels, et tu t'es dit pourquoi j'en fais pas 100%. En fait, c'est simple. C'était un service très demandé. Tout ce qui est back-office de paiement, c'est un peu complexe, et j'ai entendu quelqu'un le décrire comme étant the spaghetti behind the payments. C'est très, très complexe. Il y a beaucoup de choses derrière, la réconciliation, les chargebacks, etc. Ça, c'est très compliqué, et ça se fait toujours à la main. C'est de l'artisanat. Donc des Excel, des Excel, même encore plus, à la main, des fichiers texte, TXT quand même. Donc on a réussi à l'automatiser. On a rendu une sorte de SaaS, software as a service.
Et depuis, alhamdoulilah, on arrive à déployer. Aujourd'hui, on sert des clients sur les 4 continents, des corporate banks, des fintech, North America, UK, Middle East, Maroc, en Afrique. Pas que des banques. Là où il y a de la réconciliation, parce que je sais que on travaille sur du retail, sur exactement, des banques et des fintech, et dernièrement, on a commencé à tester d'autres marchés. Alhamdoulilah, ça. Quel marché? Le retail, il y a beaucoup de réconciliation, en fait. Là où il y a une grosse base de données à réconcilier, peut-être expliquer aux gens exactement ce que c'est la réconciliation. En fait, tant qu'il y a 2 systèmes qui communiquent, il faut arriver à réconcilier, il faut arriver à trouver, à détecter des exceptions, il faut arriver à les corriger, etc. Surtout lorsque ça s'agit des transactions financières. Donc, il y a un système qui génère une transaction, il y a l'autre système qui doit répondre. Des fois, des choses get lost between the 2 systems, ce qui engendre des pertes financières, de l'expérience client qui n'est pas vraiment positive. Du coup, il a fallu moderniser l'aspect réconciliation derrière les systèmes de paiement. Paytic, c'est parmi les first movers dans cette industrie. Alhamdoulilah, on est arrivé à valider qu'il y a un marché pour notre solution et qu'il y a de la demande à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, au-delà de l'échelle internationale, parce que c'est top, vous avez aussi pas mal de clients au Maroc. 100%. Et justement, c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est de comprendre comment on peut soft land au Maroc. Donc déjà, comment est-ce que t'as fait Day One pour te dire je vais faire des choses avec le Maroc, je vais aller chercher des clients au Maroc, et comment c'était opérationnellement en fait? Alors, j'ai eu mes 2 premiers clients étaient au Canada, d'accord, à l'Ontario. Les 2 premiers clients, et puis il y avait un ticket de $3 millions, c'est ça. Donc, et tout ça, c'était Paytic. Et derrière, il y avait un solo founder. Donc, du coup, tu faisais le compliance, tu faisais le toi, tu faisais tout. Tu faisais tout, légal, etc. Donc, et puis, à chaque fois, tu es dans l'école, là, je vais voir avec l'équipe. L'équipe, c'est moi. Exactement. J'attends le retour du juridique. Après, j'ai eu le ticket, j'ai eu un premier challenge de mes investisseurs canadiens, c'était de monter une équipe. Parce qu'il y avait trop de risques. Mettre un gros ticket comme $3 millions sur un solo founder, c'est un peu risqué. Solo founders et même pas d'équipe. Rien. Solo founder, même pas d'équipe et first time founder. Ouais. Donc, il y a rien qui va. Il y a tous les risques. Il y a rien qui va. Je me suis dit, il faut que je commence mes recherches pour trouver de bons éléments qui vont travailler avec moi, etc. Dans un environnement que je maîtrise. Au Canada, comme je t'ai dit, j'ai fait le LinkedIn en 2018. Après, il y a Covid, carrément zéro network, quoi. Donc, un mois après avoir eu l'investissement, je suis rentré au Maroc. Je commençais par monter une petite structure. Je me suis fait accompagner par une filiale de ta boîte? Une filiale de la boîte. Donc, de la boîte canadienne. Je me suis fait accompagner par des experts. Si je me permets de dire le nom, Jamel Al-Bahs. Le gars, il est top. On travaille avec lui. Lui, il m'a facilité beaucoup de choses. Donc déjà, pour s'installer au Maroc, tu recommanderais d'avoir une filiale. Tu n'as pas le choix. 100%. Tu n'as pas comment tu vas recruter les gens? Ouais. Donc, faut que les employés soient des employés de la filiale marocaine. Exactement. Ça, je pense, on a étudié pas mal d'options et on a settlé sur le fait que on doit avoir une filiale. Et puis, on s'est fait accompagner par par des Marocains qui sont sur place. By the way, encore une fois, son nom, Simon Mdelpeh, il faisait partie de la diaspora marocaine qui est retourné au Maroc pour commencer justement une boîte d'accompagnement sur tout ce qui est montage de structure, d'expertise comptable, etc. Avec la vision de contribuer au développement de l'écosystème marocain. On veut tous faire ça. Exactement. 6 semaines après qu'on a monté la structure, on est déjà 9 personnes à Casablanca. Vous recrutez en 6 semaines?
En 6 semaines, on a pu recruter 9 personnes. Là, vous aviez toujours pas d'investisseurs 212 Non, pas encore. Alors, non. il y avait pas d'investissement à l'époque, mais par contre, la relation avait déjà commencé. C'est ça. Ouais. Parce que déjà, comme je t'ai dit, First Time Founder, j'ai reçu un term sheet. C'est quoi une term sheet? C'est quoi une term sheet? Ah, il faut que Le réflexe d'un Marocain, c'est d'appeler les Marocains pour lui expliquer. Exactement. Donc, j'ai tenté le 212, quoi. Ouais. Donc, je me suis adressé à 212 founders À qui? au programme d'accélération. À l'époque, c'était Youssef Memou. Ah, Yola Fresh, que j'ai eu sur le podcast. Maintenant, c'est Yola Fresh. Ouais, tu vois. À l'époque, c'était l'accélération, le programme d'accélération. Lui, je pense, il gérait le programme d'accélération. Et en fait, je me suis adressé à Youssef Memou sur LinkedIn. Je connaissais pas. Cold message. Cold message. Bonjour Youssef, un entrepreneur marocain. J'ai un truc qui se passe. J'ai besoin j'ai besoin de conseils, etc. Le mec se portait volontaire, etc. Et ça, c'est là où ça commençait vraiment, l'accompagnement d'une manière informelle, déjà pour aider quelqu'un qui est marocain, qui est à l'étranger, dans la ville rare. L'entraide. Et puis Donc même pas sous le cadre de 212. Non. Non. Mais ça vient, C'est venu après. C'est venu juste après. Je suis passé par les sélections. J'ai été sélectionné et j'ai fait je pense le premier ou le deuxième cohorte de 112 founders. Bien sûr, on m'a fait rencontrer pas mal de gens qui ont partagé leur retour sur expérience. Ça a été vraiment très très bénéfique pour moi. En quoi ça a été bénéfique? Alors, encore une fois, first time founder. Ouais. Rien ne va. Rien ne va, voilà. Donc, on essaie de monter quelque chose. To be honest, I didn't know what I didn't know back in the time. On m'a fait rencontrer pas mal de gens qui sont passés par mon expérience, etc. Qui m'a rassuré. Des gens qui ont réussi. Des Marocains, qui ont fait des startups, etc. T'avais rencontré qui? Ouais. Alors, les noms, ça fait quand même 3 ans. Ça va venir après dans le podcast. Donc, mais il y avait pas mal on a eu des calls, des one-to-one, etc. On a échangé. Ça m'a rassuré, ça a boosté mon espoir, comme quoi c'est possible, etc. Et puis c'était le début. Et ensuite, là, il y avait même pas eu d'investissement. Non, pas du tout. Non, c'était juste vraiment de l'accélération. Exactement. Ok. Donc après, justement parce que on a dû clôturer la levée au Canada, c'était un peu tard lorsqu'on a fini le cohorte. Et puis le sujet était toujours en discussion. Après j'ai rencontré Naufel Fessiferi. Et puis on a recommencé la discussion avec lui, avec Amin. Ce qui a abouti à un investissement de CDG Invest en Paytic. Justement, du coup, là, il y a eu l'investissement. Moi, je me pose la question, je suis en France, je veux venir... Bon, toi, tu l'avais déjà ouvert la filiale, mais je veux venir, et même, par exemple, qui c'est qui a fait ça récemment? Esma de Vélivelo. Peut-être Mehdi. Aujourd'hui, par exemple... quand bien même tu sois super bon comme founders et que tu maîtrises ta boîte, si tu connais pas le Maroc, tu peux pas savoir. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que on aurait besoin d'être accompagné par un acteur? Enfin, qu'est-ce que ça change? Ça change déjà pour une start-up, donc par définition qui est petite, qui ne peut pas se permettre tous les risques. On va pas, en tant que fondateur, on va pas aller tester chaque marché pour savoir lequel est bon. Il y a une partie de market discovery qui est hyper importante. Imad l'a fait un peu sur le tard en découvrant. Et premier réflexe qu'il a eu, c'est le Maroc parce qu'il est marocain. Il aurait pu aller n'importe où. Exactement, il aurait pu aller n'importe où. L'avantage qu'on a au Maroc. T'as pas l'air d'accord. Non, je suis pas d'accord.
Non. Alors, oui, bien sûr, j'ai choisi le Maroc parce que je suis marocain, mais aussi c'est un choix stratégique. Ouais. Donc là où on est avec l'accès qu'on a, et puis après le fait qu'on ait une start-up internationale depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire on avait toujours une pipeline internationale. On avait des clients potentiels en Angleterre qu'on a pu signer avec après. Je peux pas dire à ces clients-là que je vais les supporter, je vais les livrer ce que je promets du Canada ou bien du Prince Edward Island. Par contre, dire que je suis basé déjà au Maroc et le R&D et le support au Maroc. Qu'est-ce que ça change pour eux? Ouais, c'est déjà time zone. Hein. Ah oui. Time zone. Qu'on appelle le GMT avec Ahmed. À chaque fois, je lui dis, t'es sur quel GMT? Dès que je l'appelle, je lui dis quel GMT, sur quel GMT. Et c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure avant qu'on te rejoigne. C'est que tu peux pas gérer du GMT plus 7, plus 9 et du GMT moins 9, moins 8 en étant de l'autre bout du monde. Absolument. L'avantage du Maroc déjà pour lui, c'est qu'il est central. Pour tout le back-office et pour tous les sales et pour toi aussi. Pour tes déplacements. 100%. Voilà, Maknesh. 100%. Les déplacements. Parce que faire Canada, Singapour et revenir au Canada, c'est plus compliqué. Par contre, quand tu es basé au Maroc, t'es central. Tu peux faire les. Parce que là, t'es basé où? T'es basé au Maroc? T'es entre Malaga? Entre Malaga et le Maroc. Et, je peux le dire aujourd'hui. Là, je suis en train de préparer mon move vers Abu Dhabi. Parce que on continue notre expansion. On a du momentum là-bas. Et je suis en train de faire le move. Pour mettre la foundation et puis revenir au Maroc. Donc tu disais Market Discovery. Market Discovery, pourquoi je disais pas automatiquement pas automatiquement le Maroc, parce que lui au début il a contacté 212 parce qu'il connaissait 212 pour découvrir, pour faire cette découverte et pour apprendre et pour structurer l'entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que nous, en tant que acteurs dans l'écosystème marocain, on peut faciliter cette market discovery, l'accélérer, ramener des insights et une vision stratégique que peut-être une start-up qui est dans son coin ou dans son marché primaire ou natif ne peut pas avoir ou beaucoup plus difficilement. Ne peut pas avoir directement ou beaucoup plus difficilement. Sauf si elle fait l'effort d'aller vraiment le chercher, mais il faut être sûr que stratégiquement c'est le bon move. Nous, on permet déjà d'avoir cette vision du Maroc, l'apporter à la start-up et ça lui permet d'avoir les cartes en main pour se décider si le Maroc est le bon move ou pas. Pour Ahmed, c'est le meilleur move parce que, comme on disait, que ça soit opérationnellement pour les équipes ou que ça soit structurellement, donc pour les quatre continents qu'il sert, c'est le bon move. Donc voilà, donc c'est déjà cette conviction que le fondateur doit avoir, parce que venir au Maroc juste pour venir au Maroc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut avoir une conviction, il faut que ça soit stratégiquement viable et il faut que ça serve un plan. Parce que venir au Maroc juste parce qu'on est marocain, qu'on veut venir au Maroc, on peut le faire autrement. Ouais. Mais pour sa start-up, il faut que ça soit vraiment bénéfique et que ça apporte de la valeur à l'entreprise. Et c'est ça le plus important. 100%. Ouais, il faut, si je me permets d'ajouter, il faut qu'il y ait un marché au Maroc aussi. Dans le cas de Paytic, oui, on avait le marché. Il y avait toutes les banques, ils avaient le problème qu'on essayait de résoudre, etc. Mais en même temps, on avait besoin écoute, nous, on se plug au système interne de la banque pour gérer tout ce qui est reporting, compliance, réconciliation, etc. Donc, il nous faut une certaine crédibilité qu'on n'avait pas. Juste parce que on est start-up, on est petit, etc. Donc, on avait besoin aussi de nous associer avec des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent convaincre avec nous, les banques, que oui, Paytic, ils pourront le faire. Donc, ça crée de la crédibilité, mais ça crée aussi ça ouvre des portes que tu n'aurais pas pu ouvrir. 100%. Ouais, justement, du coup, il y a cet effort commercial. Bien sûr. Comme je dis à Imad, je suis son bizdev, part-time bizdev. Non, en fait, dans toutes les startups du portefeuille accompagné, elles sont
suivi, et on essaye d'ouvrir au maximum notre réseau, que ce soit notre réseau personnel ou le réseau institutionnel de CDG Invest, de par sa présence au Maroc et sur tous les secteurs. Donc ça nous permet d'avoir un reach beaucoup plus important qu'une start-up pourrait avoir toute seule. Au final, c'est la start-up qui va vendre. Si le produit est convaincant, il va vendre. Ce qu'on rapporte et ce qu'on amène, nous, c'est surtout une accélération de cet effort. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, et c'est un sujet très, très important, une start-up n'a pas nécessairement toutes les ressources en interne pour pouvoir déployer rapidement ses efforts. Ils peuvent leverager ou s'appuyer sur nous pour sortir un peu la tête du guidon. Exactement, sortir la tête du guidon. T'es trop dedans, tu vois pas ce qui... Exactement, s'appuyer sur nous déjà pour accélérer ce développement. Après l'internaliser, c'est ce qu'a très bien fait, c'est ce que fait très bien Paytic. C'est que nous, on ouvre les portes, mais c'est à eux de conclure, c'est à eux de suivre les dossiers, c'est à eux de convaincre. Les exemples, c'est les 3-4 dernières banques que vous avez signées. Oui, on a signé pas mal de banques grâce à... Ouais, alors, il y avait le problème, il y avait les gens en interne qui voulaient de notre solution, mais le process d'achat d'une banque, ça reste un projet d'achat. Hyper long. Exactement. Ça prend combien de temps, un cycle de vente? 12 mois, 18 mois? Oui, c'est entre 9 et 18 mois. Ça dépend de budgeting cycle, etc. Ça dépend quand tu as commencé les conversations, etc. Et puis, on sait tout le temps que, surtout lorsqu'il s'agit du Maroc, il y a nos amis CDG Invest et puis 212 Founders, qui sont prêts à apporter de l'aide, chaque fois que c'est possible. Exactement. Et au-delà du business développement, on a des discussions, assez fréquentes avec Imad ou même avec son équipe directement. Et on réfléchit sur d'autres moyens aussi de développer les marchés. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du retail, parce que c'est parti de cela, d'une discussion, d'un potentiel client avec qui on était nous en discussion et qui est proche, et on a commencé un POC, et au fur et à mesure ça s'est développé, et ça se concrétise au fur et à mesure. Donc c'est quoi exactement du coup pour vous développer la partie retail, juste pour que je comprenne exactement? Donc c'est du B2C, non? Alors on a déjà annoncé. D'accord. Donc on a pu mettre en place un proof of concept avec Royal Air Maroc. OK. Vu le volume important des transactions et le besoin d'accéder à d'autres marchés, etc., de voir comment on peut ajouter de la valeur, comment on peut optimiser les process de réconciliation de ces paiements qui viennent à travers des channels très très différentes et même des fois complexes. Alhamdoulilah, le POC a été réussi, on est en train d'avancer vers autre chose. Ces initiatives-là, je pense que en fait, sans CDG Invest, on pourrait pas les avoir, parce que comme tu l'as dit, on est au volant, et le fait qu'on est en train d'avancer heads down sur nos priorités, etc., sur le revenu, les métriques, etc. Des fois, on rate des opportunités. Ouais, parce que t'as pas pensé forcément ouvrir ce marché. Exactement. Donc, nous, nous, CDG, on connaît ce qui se fait au Maroc. On a des partenaires très fiables, et d'ailleurs, je salue la Royal Air Maroc pour son programme d'innovation. C'est cool. Qui est sincèrement très bien fait, et qui permet à des startups de vraiment avancer, de travailler sur des sujets très, très pointus. Et c'est ce qui a permis à Paytic de travailler avec la Royal Air Maroc sur cette nouvelle verticale. Ça, c'est un grand sujet qu'on a beaucoup vu en France, c'est justement de dire que si on veut que les startups puissent fonctionner, faut qu'il y ait des gens derrière des corporates pour acheter les solutions. Exactement. Et si on n'a pas d'acheteurs, la startup, elle a beau avoir le meilleur produit de la terre, si elle est sur du B2B, notamment enterprise, comme on peut le juxtaposer à du Royal Air Maroc, ça te fait pas tes contrats. Non. À qui tu vends? Effectivement, c'est un très gros sujet. Donc aujourd'hui au Maroc, est-ce qu'on voit de plus en plus de gros acteurs lâcher des budgets, etc., pour
faire de l'innovation en externe? Sincèrement, oui. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui commencent à faire confiance aux startups et qui ne voient plus le risque de la startup, mais plutôt une opportunité pour elles de développer un nouveau produit, un nouveau service, ou même d'aller plus vite dans leur processus. Et ce changement de mentalité commence à se ressentir. Je vais pas te le cacher, il est encore pas optimal. Il y a beaucoup de choses à changer. Il faudrait changer quoi? Les mentalités, la commande publique, la commande privée. Écoute, pour moi, c'est un écosystème qui est prêt. Si je me permets, je vais le dire en anglais. Yeah. It's becoming a good soil to plant the seed. Okay. You can say it in Arabic. Alors, الارض خصبه الزراعه الزراعه باش نحطوا فيها السيدز to grow seeds and to grow plants. Les mentalités, non, je suis pas d'accord. Les mentalités sont déjà là. On a eu pas mal de early adopters from Maghreb. Ils sont prêts à acheter du moment que on a des solutions qui répondent aux besoins, qui résolvent des problèmes. Donc c'est pas la mentalité. Pour les corporates, comme on a vu, ils ont des programmes d'innovation, etc. Ils sont prêts à sélectionner les startups qui font preuve de résoudre des problèmes, etc. C'est juste qu'on est dans le tout début. Il faut juste qu'on contribue, continuer à contribuer des côtés startup, corporates et des programmes de 112 Founders et CDG Invest. Il faut avoir de la patience, Inch'Allah, ça va marcher. C'est ça. Mais faut continuer, parce que ça viendra. Et comme disait Imad, les mentalités changent. Il y a toujours un gap entre la mentalité et la structure en elle-même. Donc la structure doit suivre à un moment ou à un autre. Les structures sont un peu plus, il y a beaucoup plus d'inertie dans des grands groupes. C'est partout pareil, hein. Tu regardes même, pareil, bien sûr, même dans des pays développés. Non, bien sûr, mais un peu moins, mais quand même. Oui, mais le marché marocain, il est beaucoup plus petit. Donc, quand il y a des initiatives, elles sont beaucoup plus agiles et on les voit beaucoup plus que dans des grands pays ou des pays beaucoup plus anciens en termes de VC ou de start-up. Nous, l'écosystème VC, il est très récent au Maroc. C'est pas. On va dire 2017. 2019, la création de 212, et là, on commence à voir vraiment une émergence de start-up et d'un vrai écosystème start-up. Les premières cohortes qu'on suit et qu'on voit, ils ont eu beaucoup de problèmes avec cette mentalité au départ. La mentalité a changé, je suis totalement d'accord. Reste plus qu'à marquer le but. Maintenant, il faut que les structures en elles-mêmes suivent, que les grands groupes acceptent ça, admettent ça, changent leur politique d'achat, qu'on ait un sales cycle beaucoup plus court, parce qu'on peut pas attendre. C'est inconcevable qu'on fasse une démo et 12 mois après on n'a pas encore de retour sur le contrat, et 6 mois après il y a tout, il est ça t'a dû le vivre, hein? Oui, il est toujours bloqué. Mais chez le directeur des achats. Je te vois me regarder parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi je parle. Parce que c'est littéralement ce qu'on voit, tout le monde est d'accord, tout le monde veut le produit, mais il y a une signature qui manque. On ne comprend pas pourquoi. Cette signature n'a jamais eu lieu. Et en fait, notre rôle ne devrait pas être d'aller relancer pour cette signature, mais d'aller plutôt, comme je disais au début, chercher de nouveaux clients, accélérer, remplir le pipe et laisser l'équipe gérer ça. Le problème, c'est qu'on est encore là à attendre. Donc toi, Mehdi, tu vas faire la signature, où est-ce qu'elle est? On fait, quand ça bloque et quand Imad ne sait pas où est-ce qu'elle est, il m'appelle et on essaye par tous les moyens de savoir où est-ce qu'il est ce document, parce qu'il faut qu'il le signe. Tout le monde est d'accord. Quand il parle aux équipes, tout le monde attend la solution. Et là, c'est un cas concret, c'est que les équipes métiers attendaient leur solution pour commencer à travailler, mais personne ne savait où elle était, cette signature. Donc voilà, c'est un cas. Allez, on sent le vécu. Non, c'est du vécu, mais pas qu'avec Paytier, qu'il y a plusieurs autres cas. Mais qu'est-ce qui manque pour que ça change? C'est en bonne voie, mais bon, on peut pas aller non plus trop vite.
Après, oui, après, lui, il est sur un marché un peu Régulé. plus complexe. Donc, c'est des grosses structures, c'est des banques, c'est avec leurs process internes. Bon, du coup, avec le retail, plus que les banques. Ah, le retail, Je pense. ça avancera plus vite parce que la preuve, c'est une solution qu'ils n'avaient même pas en tête, qu'ils n'avaient même pas envisagé. Quand on a discuté avec eux, au début, enfin, pour eux, la réconciliation ne servait à rien. Donc, c'est au fur et à mesure des discussions et on leur a prouvé qu'en fait, en réconciliant leurs données financières, ils pouvaient scaler Accélérer la scalabilité. leurs canaux. Ils pouvaient scaler tous leurs canaux, ouvrir autant de canaux qu'ils pouvaient se le permettre dans le monde. Chose qui était plus compliquée parce qu'ils devaient se restreindre à cause de la complexité et des problématiques issues de la réconciliation. Là, ils ont découvert, en fait, on leur a pointé un problème qu'ils n'avaient pas en tête et avec sa solution. Mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient payer pour un problème qu'ils ne savaient même pas? Si, non, mais un problème, en fait, ils n'avaient pas conscience du problème. Ok. Le problème existait, parce que eux-mêmes se restreignaient Ils perdaient de l'argent. dans leur développement. Non, ils perdaient pas de l'argent, mais ils restreignaient le développement d'autres canaux de vente. Ok. Donc, résoudre cette problématique leur permettait Donc, quel canot, par exemple? plusieurs canaux, en fait. Chaque agence, canaux de paiement. une agence dans le monde, une nouvelle agence, un nouveau canal online, mobile. Et donc, typiquement, juste pour prendre l'exemple, demain, tu veux ouvrir un compte avec la Royal Air Maroc pour que ça devienne ton client. Avec qui tu parles? Comment tu rentres en contact? En tant que start-up. Ouais. Il y a le programme d'innovation. Il y a le l'équipe programme innovation, d'innovation qui est annuel. Mais vous n'êtes pas passé par ça. Si. Non, C'est- on est passé par ça. Oui, Ok. ouais, ils sont passés par le programme d'innovation Ok. de la Royal Air Maroc. Peut-être juste pour continuer à parler de Paytic, donc c'est quoi un peu la vision du projet Aujourd'hui, on a déjà tous les signaux qui disent qu'on a un très bon marché à l'échelle internationale et qu'on arrive à battre la compétition. Si Tu veux qu'on passe en anglais? J'essaie de faire l'arbitre. Il y a la Alors, CF. on a essayé de prouver que notre solution est meilleure par rapport à ce qui existait au marché, sur pas mal de marchés, sur le North America, sur le UK, etc. Du coup, on prend la place du leader de technology provider qui peut moderniser le back office du paiement. Et on va continuer à scaler à l'international. Notre focus sur l'aide humaine à venir, c'est la région de Middle East. Middle East. On est en train de un peu répliquer ce qu'on a fait au Maroc. Donc, on a commencé par le programme accélérateur 212 Founders. Ils nous ont ouvert des portes. On a pu nous développer ici, on a pu recruter, on a pu avoir des clients ici, etc. Aujourd'hui, on est en train de joindre Hub 71. Ok, donc vous appuyez également sur un acteur local pour répliquer un peu cette aide opérationnelle. Exactement. Et puis la vision en long terme, c'est de l'idée ce marché et puis couvrir ce gap sur le back office paiement. Ce qu'on est en train de construire, c'est un operating system of payments data to help banks and fintechs modernize compliance and reporting. Ok. Hyper clair. C'est quoi un peu les challenges que vous essayez de craquer en ce moment? Ça, c'est... Ça, je te vois, toi. Voilà, Mehdi. Attends, Mehdi. Alors... Qu'est-ce qu'il a pas encore réussi à faire? Là, ce qu'il est en train de réussir. C'est pas pareil. Ce qu'il est en train de réussir. Il faut que l'organisation suive d'une entreprise. C'est le sujet. Il faut savoir qu'une start-up, quand elle grossit, ou quand commercialement elle grossit, elle commence à signer de nouveaux clients, il faut que l'organisation suive. Surtout quand on est by design international, c'est assez compliqué de bien structurer. Je me rappelle la première fois où Ahmed on a commencé à discuter, à avoir des workshops ensemble
sur la structuration de l'entreprise, suivre le nouveau rythme, grandir, scaler. Et pour préparer les workshops, il avait lu, tu as lu 4 livres, 4 pavés. En 1.5. 4 pavés de 500 pages chacun. Et il arrive au workshop avec un 48 fichier. Non. Je te jure. Pour préparer le workshop, il arrive me voir avec un fichier Excel de chacun fait en anglais, 30 ou 40 anglais, comment scaler Paytic. Donc avec tous les onglets, avec tous les éléments, l'organisation, le process, Ouais. En fait, moi j'ai trouvé ça magnifique parce que il s'est dit, il a compris qu'il fallait être proactif face à ce sujet. Il fallait pas qu'il le subisse. Parce que quand un entrepreneur, surtout, qui est très focus sales, commence à subir des sujets d'organisation ou de scale, ça explose en route. Il a été proactif et la force qu'a Imad et un conseil que je donne à tous les entrepreneurs, c'est d'appeler pour demander de l'aide. Nous, on fait face des fois à des entrepreneurs, on leur dit on est là pour vous. Pourquoi vous nous appelez pas? C'est notre métier. Imad, la première chose qu'il a faite, déjà le premier avant le workshop, c'est m'a dit je suis en train de faire un BP pour mes investisseurs. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr, avec plaisir. Si je peux pas le faire, j'appelle un expert et il le fera avec nous. Il y a pas de souci. C'est notre métier. J'étais en train de préparer le BP. Moi, j'avais pas de CIV. Lui, il est ex-CIV. D'accord? J'appelle Mehdi. Je fais un BP. Voilà, j'étais jamais dans le finance. Ouais. Alors, comment on peut faire? Il dit, tu passes me voir. C'est 2 heures, 3 heures, on a compris. D'ailleurs, je suis draft d'hier, etc. Parce que les gens, ils pensent qu'ils doivent savoir tout faire. C'est-à-dire, ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément toi de faire le BP. Non, tu peux pas tout faire. Moi, mon rôle n'est pas de faire le BP pour toi, mais quand tu me demandes de l'aide pour te guider sur comment faire le BP, avec plaisir. S'il faut le faire ensemble, on le fera ensemble. Et comme je disais, si on n'a pas les capacités, si je sais pas le faire, on fait appel à un expert. Nous, notre but, c'est qu'il avance et qu'il fasse son travail, qui est de développer Paytic. Donc, si on peut le décharger de ce travail, on le fait avec plaisir. Et c'est la force qu'a Imad et qu'il l'a toujours, c'est qu'il sait faire appel aux gens et aux compétences qui l'entourent. Il sait que nous, on est disponible, donc il fait appel à nous. Et durant ce workshop, j'ai vu sa capacité aussi à traiter, à être proactive face au sujet. Donc, il savait qu'il allait être devant un mur qui, pris trop tard, sera infranchissable, ce mur. Et comment scaler son entreprise, comment gérer 4 géographies, comment recruter des équipes au Maroc, parce qu'il devait monter en puissance, comment structurer tout ça, comment gérer commercialement des déplacements avec 12 heures de vol 4 fois par semaine. Donc, proactivement, il a vu ce sujet venir, on l'a travaillé, et on a réussi plus ou moins à sortir quelque chose de bien, un draft. Et puis après, on laisse le relais à des experts qui sont leur métier aussi pour peaufiner tout ça. Tu veux compléter? Je lui ai appelé, je lui ai dit, Mehdi, je suis tout le temps dans le ciel. Moi, je l'ai dit, Imad, c'est le... Fly in the sky. Imad, c'est le film de Georges Clooney qui ramasse des miles sur American Airlines. Je le connais pas. Tu connais pas? J'ai In the Sky. Ah oui, In the Sky, oui. Je sais pas, je me rappelle jamais des titres. Je lui ai demandé, tu as combien de miles? Il veut toujours pas me répondre. Là, c'est, alors, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, c'est toujours en vol, etc. Les clients, les investisseurs, etc. J'ai pas de visibilité sur mes opérations. Et je ne veux pas que ça continue comme ça parce que, avant, je me suis permis de le faire parce que on était une équipe Srewaran. Donc, on avait, back in time, 17, 15 personnes. Donc, c'était gérable. Mais sur le BP, on allait monter de 17 à 34 ou 35 en moins de 3 mois. Du coup, si je continue sans visibilité, ce serait un problème. Tu navigues à vue. Donc, les 4-5 livres, on a cette clé sur Get Scalable, c'est le livre qu'on a utilisé en fin de compte.
Et ça a marché, et ça marche trop bien jusqu'à d'aujourd'hui. C'est quoi la plus grosse leçon que tu as apprise de ça avec du recul? Ben, il fallait le faire depuis le début, sauf qu'il y avait rien à structurer au début. Donc, voilà, attends. Je pense que it was the right timing. Ouais. It was the right timing. Peut-être Mehdi, il a peut-être pas le recul parce qu'il est trop là-dedans, mais toi qui vois ça un peu, qu'est-ce qu'il a mis en place qui, par exemple, l'a énormément aidé à scaler? Bah, déjà, comme je disais, proactivement, voir que le sujet allait arriver, parce que quand tu le subis, c'est déjà trop tard. Et la façon dont il a pris en main le commercial et aussi se défaire de quelques tâches qui ne le laissaient pas focus sur sa force, qui est aller signer des deals. Ça aussi, il est capable de déléguer certaines tâches, parce qu'au début, c'est son bébé, Paytic, donc il a tout le temps géré de la vente au juridique, au ménage dans les locaux. Mais à un moment, il faut savoir se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et ce que Ahmed sait faire, c'est aller closer, aller chercher. C'est le meilleur sales que j'ai rencontré. Il ne lésine pas. Des fleurs, hein. Non, c'est vrai. Il ne lésine pas sur les efforts. J'allais pas dire pour quelqu'un de vieux comme nous. Encore une fois. 39 et 39 et 40 39 et demi, ça. Et 39 et demi pour Ahmed, on dira. T'as pas dépassé la barrière du vieux. 40 ans. Mais il faut suivre, est-ce qu'il a, pour revenir à ce que tu demandais, enfin, il a su déléguer. Il y a encore du chemin, il faut encore structurer, mais la structuration d'une start-up, c'est un perpétuel chantier. Donc tu peux pas dire j'ai fini de structurer ma start-up. Non, il y a encore des chantiers qui vont arriver et qui sont là et qu'il faut commencer à prévoir dès maintenant pour toujours anticiper. Et pour l'instant, il réussit à anticiper et il faut qu'il continue sur ça, voir venir. Et aussi un conseil, si je peux donner. C'est le but, je peux pas. Ok, bon, je donne alors. Alors, c'est que les gens ont tendance à croire que l'organisation ou que le scale d'une entreprise est linéaire. Mais en fait, il arrive souvent par palier, parce que quand tu changes de dimension, tu passes direct au niveau supérieur et il faut être préparé à ça. On peut pas se dire on va embaucher au fur et à mesure. Des fois, quand ton pipe, tu le concrétises, comme a réussi Ahmed à le faire, parce que le pipe, des fois, ça s'accumule. Et à un moment, ça signe. Mais quand tu donnes un coup de boost pour closer, pour finaliser tout ça, tu te retrouves avec une entreprise qui triple de revenus, des opérations qui ne suivent pas, et là, ça commence à devenir problématique. 100%. Donc, c'est ce palier qu'il faut toujours anticiper, et que peu de gens anticipent. Donc, l'anticiper, c'est en prendre conscience, prendre les dispositions nécessaires, enclencher sympa. des discussions préalables. Exactement, parce que c'est sympa de dire à l'investisseur j'ai un pipe de temps, mais quand tu vas le concrétiser, comment tu vas faire? Comment tu vas le faire? Et ça, il faut le prévoir, et il faut avoir un plan bien structuré. Et c'est là où aussi on a aidé Ahmed, où lui aussi a beaucoup travaillé. C'est avoir ces opérations bien ficelées, avoir toute la structure qui va accueillir ça, qui est prête. Avoir les gens à qui déléguer. Avoir les gens à qui déléguer. C'est aussi ça. Avoir Ayoub Rqibi, avoir Amin Mkawi, avoir Samia. Exactement. Avoir une Ils vont être contents quand ils vont écouter le Bien sûr, c'est son état-major. Ouais. C'est eux qui le font. Hein. Ouais. Moi, je fais sales. Le reste, c'est fait par l'équipe. Amine, je lui parle plus que toi. Je lui ai délégué. Il a délégué la discussion avec Mehdi. Tu es dans le payroll de Paytic? Pas encore. Non, c'est dans ma fiche de poste. Trop bien. On a une équipe qui sait décharger un peu les entrepreneurs sur certains sujets, surtout qui ne sont pas encore internalisés, et donner un coup de boost au sujet en cours. Hein. C'est simplement ça, enfin tous les sujets.
Là, t'en arrives à un moment où ton métier pur, c'est sales. Ton rôle, c'est de vendre. Malheureusement. T'aimes pas? Non, j'aime. Parce que pour moi, je le prends autrement. C'est apporter de la valeur concrète, apporter de la valeur au client. C'est ça. Donc, c'est juste naviguer le cycle, qui est un peu painful. Mais, non, au contraire, on le fait avec plaisir. Surtout, il y a beaucoup de volets. Ce qu'on est en train de vendre, c'est une solution qui a été made in Morocco. Donc le R&D, le support, ça a été. Toutes vos équipes tech, elles sont au Maroc là? Oui, la plupart. Où ça? À Casablanca. Avec de jolis nouveaux bureaux. Sympa. Oui, mais avant on partageait un bureau avec Kenzel Hello, avec Outliers. C'était notre début. Ouais. Après, dernièrement, on a dû déménager parce que il y a l'équipe qui a grandi. Et puis, alhamdoulilah, ça avance. Et c'est le backbone, le progrès. À chaque fois, on arrive à débloquer des situations grâce à la tech. Ça fait jeu, quoi. Donc, un exemple, en fait, après la levée de fonds, on est resté 13 mois. Donc, j'ai levé des fonds au Canada avec un business plan. On a une très belle pipeline, etc. Il y a tout le monde qui est content. We validated les business case, etc. Mais il y a personne qui signe. Compliqué comme... Non, on a commencé à perdre espoir. On a commencé à dire non, il n'y a pas de marché. C'était que les 2 premiers clients. Peut-être on doit pivoter vu qu'on a toujours de l'argent. Non, ça se passe pas comme ça. Avant, on avait un Chief Product Officer qui était un Canadien. Enfin, aujourd'hui, il est un ami, il n'est plus avec nous, mais il est toujours un ami à moi. Lui, il a dit, il faut qu'on pivote. Il n'y a pas de clients pour notre produit, il n'y a pas de marché. Je me suis donné 2 semaines pour régler le problème. J'ai pris l'avion, je suis venu au Maroc. J'ai commencé par des interviews avec mes clients, ma pipeline, qui était, la majorité était au Maroc. Pas encore tes clients, donc tes prospects. Mes prospects, voilà, mes clients potentiels. J'ai commencé à avoir des réunions. Écoutez, on a fait des démos, vous avez aimé le produit, vous avez dit que vous avez le problème, on va le mettre dans le budget, etc. Pourquoi on signe pas? Et, encore une fois, en parlant de la mentalité au Maroc, ils ont pu nous aider à déverrouiller la situation et à débloquer la situation. Et ils nous ont indiqué pourquoi on signe pas. Et c'était justement parce que avant, pour pouvoir servir un client et mettre en place la solution PayTic, il fallait à ce qu'on nous intègre avec tout le back-office de la banque, c'est-à-dire le core banking, le système de processing, hyper sensible, hyper risqué. Ça prend énormément de temps pour le faire. Il y a beaucoup de risques. Tu veux pas laisser n'importe qui, mais tu veux pas laisser un tiers rentrer dans ton système. Mais un tiers, mais surtout une start-up. Ouais. Parce que le projet pourrait durer 2 ans. La start-up n'a pas de ça se trouve, la start-up va fail. Ouais, exactement. Donc, dans les 2 ans, tu peux commencer le projet, ça peut disparaître avant même de finir le projet. Et puis, encore une fois, les noms, un petit entretien avec CFG Bank, avec Fedwa Benchir. Il m'a dit, écoute, hein, je veux bien utiliser ta solution, mais je peux pas t'intégrer avec toutes il y a beaucoup de risques, mais aussi j'ai pas les ressources à déployer sur le back office pour faire de l'intégration. Pour nous, c'était un déclic. On est revenu, on a inventé ce qu'on a appelé le drag and drop, où on prenait toute la data en drag and drop à travers le browser, et puis ça fait l'affaire. L'équipe au Maroc l'a fait entre 20h du soir et 4h du matin. Le lendemain, j'appelle
les prospects pour dire, en Angleterre, au Maroc, etc., pour dire, écoutez, peut-être on a trouvé le problème. Voici un package de notre produit que vous pouvez utiliser sans déployer des ressources d'intégration. C'est ça qui bloquait. Ouais. Exactement. Et puis entre juin 2023 et décembre 2023, on a pu signer 7 clients. Ok. Alors que vous aviez rien signé pendant 13 mois. Donc justement, parlant encore une fois de la mentalité, il y a des gens qui sont prêts à utiliser ce que tu as comme solution si ça répond à leurs problématiques, mais aussi ils sont prêts à aider pour que ça marche. Pour que ça marche. C'est pas qu'il y avait pas de marché, mais c'est qu'il manquait quelque chose pour faire en sorte que ça marche. 100%. Et on n'a pas pu le savoir jusqu'à qu'on a demandé à CFJ. Ouais. À Fedora. Autre Merci Fedora. Merci Fedora. Autre conseil gratuit, restez toujours proche du client. Ouais, c'est clair. Toujours rester en contact avec le client, comprendre pourquoi ça marche pas. Les feedbacks, c'est important. 100%. Peut-être on arrive à la fin du podcast. Peut-être avant de finir, c'est une question que moi je pose toujours à mes invités. On va faire peut-être toi, Mehdi, et après toi, Ayman. Si je dois avoir un invité ou 2 invités à votre place, donc quelqu'un que je dois inviter, qui c'est que je peux inviter? Ahmed de KT10, ça pourrait être très très beau podcast et ça fera la transition entre les deux, Ahmed. Et toi, Ahmed? Kenza Hello, peut-être. Kenza Hello? Oui. d'Outliers? D'Outliers. Ok. Ben, avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cet épisode, il va vous donner des clés à tous ceux qui nous écoutent pour savoir en fait comment ça se passe au Maroc, que ça vous a éclairé sur les mentalités. Moi, j'ai appris des choses. Je suis content de voir que ça bouge. Je suis content de savoir aussi qu'il y a des acteurs qui sont là pour décharger, aider, coacher les entrepreneurs pour que ça marche. Bravo, Ahmed, pour tout ce que tu fais. Je dis c'est cool que vous soyez en binôme un peu sur ce sujet avec toute l'équipe. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oh, c'était un très très bon moment. De toute manière, tous les C'était avec Ahmed et toi, c'était sympa, même au café tout à l'heure. Exactement, on peut passer qu'un bon moment. Donc, eh ben, top. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Si vous-même vous n'êtes pas abonné à Tomorrowco, vous ne likez pas, faites-le. Si, bien sûr. Et puis ceux qui nous écoutent, faites-le parce que ça nous aide à faire grossir la chaîne. Donc merci à vous. merci. 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 Merci.